19h30, c'est l'heure de la principale édition d'information sur TVS. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information. La Caisse nationale de sécurité sociale en grève illimitée depuis hier. Ces dernières réclament le départ du docteur Nicole Christiane Asselé à la tête de cette structure administrative et le paiement des problèmes de résolution dus aux problèmes transversaux que connaissent le personnel de cette entité. Les précisions avec Euphrami Yoguedzo et Vitalis Kumba. Les pensionnaires domiciliés à la Caisse nationale de sécurité sociale pourraient ne plus percevoir leur pension retraite. Pour cause, les salariés de cette administration observent une grève illimitée. Le point de la discorde est né des rencontres avortées entre l'inspection provinciale du travail et la CNSS, une rencontre qui, a priori, devait permettre aux deux parties de s'accorder sur les pistes devant permettre de désamorcer la crise qui persiste entre le personnel CNSS et cette administration au lendemain de la fin d'un préavis de grève qui avait été déposé par le CIPROS, qui par ailleurs est la principale centrale syndicale affiliée à la dynamique unitaire. Le personnel ne comprend toujours pas le mode de gestion de cette administration par l'actuel directeur général au moment où le pays tout entier connaît des difficultés d'ordre économique. Présentement, près de 70 directeurs généraux sont en exercice au sein de cette administration. Un plan de redressement qui concerne plutôt une autre catégorie d'agents a été mis curieusement en marche. Environ 50 techniciens de surface sont en passe de perdre leur emploi, y compris l'actuel président du CIPROS, à qui on reproche d'avoir défendu bec et ongle les intérêts de ces syndiqués, une véritable aberration. Lorsqu'on sait les textes et lois qui protègent un président de confédération qui plus est demeure en fonction. Nul ne sait avec exactitude le sort qui sera réservé aux pensionnaires domiciliés à la CNSS au cours de ce mois. Le départ à la tête de la CNSS du docteur Nicole Asselé est désormais exigé par le personnel de cette structure. Rien à voir avec ce qui précède, les commerçants ne respectent plus les normes d'hygiène alimentaire et ce sont les clients qui payent le lourd tribut. Le reportage est signé Oltman Aldo Mabunda. L'hygiène alimentaire comprend un certain nombre de pratiques très bonnes et importantes à suivre lors de la manipulation des aliments dans le but de prévenir des atteintes potentielles à la santé. Ces aliments peuvent être à l'origine non seulement de plusieurs pathologies, mais aussi peuvent assurer la bonne croissance des bactéries qui, par la suite, peuvent provoquer des intoxications alimentaires. Les aliments non surveillés peuvent propager des maladies. Dès l'instant même de leur production jusqu'au moment de leur consommation, les aliments sont constamment exposés à des possibles contaminations, tant par des agents naturels que par suite d'interventions humaines. La prévention des risques en restauration collective doit passer par l'observation et la maîtrise d'une bonne hygiène. Alors, il est important de toujours rappeler que l'hygiène dans le domaine alimentaire est très indispensable car elle assure la sécurité du consommateur. Elle court à un objectif de qualité. Sur ce, il serait de bonne loi que les commerçants prennent en considération tous les critères qui tournent autour d'une sécurité sanitaire des aliments. Si vous allez aujourd'hui du côté du PK12, vous allez voir l'ancien ministre Paul Biyogemba. Ils ont essayé d'aménager un endroit spécifique où les femmes peuvent vendre. Vous voyez, ça présente beau, ça fait bien. Alors que la plupart des aliments qui sont vendus, à même le sol, à la merci des mouches, des rats, à la merci des poussières, c'est vraiment un problème de santé publique, un gros problème de santé publique.
Parce qu'on ne peut pas parler de la salubrité alimentaire si les sites ne sont pas conformes à la vente. Donc, il faut des endroits appropriés, n'est-ce pas, où les gens doivent vendre les aliments, les vendre à même le sol, c'est exposer les gens. Il y a tout ce qu'on a comme la bagatelle de bactéries, tout ce qu'on a comme des virus, et non seulement ça, de ces aliments vendus de rue, mais ce sont parfois des aliments faisandés, des aliments pourris, des aliments dont la date de péremption ne tient plus. À jour J-5 de la rentrée des classes comptant pour l'année académique 2018-2019, aucun signe laisse présager cette rentrée des classes. Les établissements sont pour l'heure des panneaux affichant les listes électorales. Le constat a été fait ce matin par Arnaud Ondabekung. Fixée au 1er octobre 2018, dans 5 jours, la rentrée scolaire 2018-2019 laisse perplexe au regard même du climat socio-économique et politique actuellement dans le pays. Plongés dans une ambiance de fête politique liée à l'organisation des élections couplées, ils sont nombreux les compatriotes qui pensent le contraire de l'effectivité de cette rentrée. En effet, au cours d'une déclaration à la presse, le ministre de l'Éducation nationale, Francis Nkeyandigue, affirmait que la rentrée des classes est fixée au 1er octobre. C'est ce qui avait été décidé l'année dernière. Fin de citation. Il n'a pas toutefois précisé que c'est ce qu'il confirme. L'expression « c'est ce qui avait été décidé l'an dernier » sonne comme une inquiétude quelconque de voir l'année scolaire 2018-2019 réellement débuter au 1er octobre. Une semaine après la rentrée administrative, les établissements scolaires peinent à voir leur personnel administratif et enseignant affluer. En lieu et place, ce sont les panneaux d'affichage des listes des électorales qui accueillent à première vue et près de 95% des personnes rencontrées sur place sont venues consulter les dites listes au fin de s'assurer de l'accomplissement de leur devoir civique le 6 octobre, date du suffrage. Un des tas de faits qui prouve à suffisance que l'organisation d'un scrutin politique dans notre pays ne peut épargner le secteur de l'éducation, de surcroît une élection territoriale. En somme, dans le cas d'espèce, l'ancrage politique pourrait avoir le dessus sur l'essentiel qu'est la rentrée des classes. Aucun des corps ne scie actuellement pour qu'elle soit effective ce 1er octobre. Tout reste dans l'expectative. La journée mondiale du tourisme est célébrée chaque 27 septembre. En attendant les communications officielles du gouvernement gabonais à ce sujet, notre rédaction entame la sensibilisation en hommage aux acteurs touristiques du pays, le tourisme étant le premier secteur d'emploi au monde. Fouti Boulanga Mouleka pour les précisions. C'est en prélude à la journée mondiale du tourisme, célébrée chaque 27 septembre, que notre rédaction a pensé s'interroger sur les politiques gouvernementales existantes en matière de valorisation de nos 13 parcs nationaux, de nos belles plages, en 2 mots, de notre écosystème touristique favorable au développement de l'écotourisme dans la sous-région d'Afrique centrale, pour résorber le chômage, surtout en zone rurale dite d'intérêt touristique. En réponse à notre inquiétude, il y a l'existence du ministère du Tourisme et de l'Agence gabonaise du tourisme, 2 entités publiques responsables des politiques de promotion du secteur, en plus de l'Agence nationale des parcs nationaux, en charge de la conservation de la biodiversité. Mais qu'ont-elles prévu ce 27 septembre 2018 pour la célébration de la dite journée mondiale au Gabon? Là en est toute la question. En renfort à ces entités étatiques, il y a aussi quelques associations et ONG de promotion touristique telles que l'ONG English for Tourism in Gabon, promotrice de la destination Mayumba qui propose des événements touristiques annuels. Place à présent l'actualité hors de nos frontières qui nous amènera d'abord en Espagne où l'ex-premier ministre Manuel Valls a officialisé mardi son intention de briguer la mairie de Barcelone malgré les critiques qui fusent de partout. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Le ton est le même, seule la langue a changé. Oui, c'est... Oui, je veux être le prochain maire de Barcelone. Je veux être le prochain maire et cela dépendra surtout des citoyens de Barcelone. Une nouvelle vie en Espagne. Depuis bientôt 1 an, Manuel Valls prépare sa candidature. Il a multiplié meetings et conférences et il a commencé à tisser son réseau avec l'élite économique catalane à la recherche de financement pour sa campagne. Quelles sont ses chances? Il a le soutien du parti de centre-droit Ciudadanos, anti-indépendantiste,
Pas suffisant pour gagner selon les sondages, mais l'ex-premier ministre souhaiterait rallier des personnalités des autres partis de gauche et de droite, refaire En Marche à la mode espagnole. Peut-il être candidat et rester député? Sur le plan juridique, rien ne l'oblige à démissionner pour faire campagne à l'étranger, mais ses collègues sont partagés. Vous ne faites plus de politique en France, chacun comprendra que vous ne pouvez plus être indemnisé. Donc je dis à Manuel Valls, Señor Valls, no chanchullo por favor, pas de magouille. Tous ceux qui seront candidats aux élections municipales peuvent toujours remplir leur mandat. Par contre, il y a des obligations aujourd'hui d'assiduité et que si ces obligations d'assiduité sont remplies, il n'y a aucune raison que Manuel Valls ou d'autres qui auront à cœur d'avoir des missions municipales ne puissent pas rester à l'Assemblée nationale. S'il est élu maire, pourra-t-il rester député? L'hypothèse est inédite et les constitutionnalistes divisés. Pour les uns, c'est oui, pour d'autres, non. Pour Manuel Valls, en tout cas, cette candidature est un pari risqué. Aux États-Unis, l'acteur américain Bill Cosby, patriarche du Cosby Show, a été condamné mardi à une peine de prison de 3 à 10 ans pour agression sexuelle par un juge de Pennsylvanie qui a ordonné le placement immédiat en détention de l'octogénaire. Nous retrouvons nos confrères de la presse internationale. Le pas hésitant, la tête basse et les mains menottées. Celui qu'on nommait le père de l'Amérique passera bien par la case prison. Condamné pour agression sexuelle, l'acteur américain Bill Cosby a écopé d'une peine de 3 à 10 ans d'emprisonnement qu'il devra faire à l'isolement. Nous sommes heureux que le jour du jugement soit enfin arrivé pour M. Cosby. Il n'a exprimé aucun remords et il n'y a pas eu de justice pour toutes les autres victimes en raison des délais de prescription. Au total, plus de 60 femmes ont accusé Bill Cosby de les avoir agressées sexuellement. Mais les faits allégués étant anciens, seul le dossier d'Andrea Constant a fait l'objet de poursuites pénales. Tout ce que je peux dire, c'est que cela aidera à modifier le délai de prescription au Nevada. Nous allons l'abolir. Et ça va montrer aux victimes qu'elles peuvent parler et qu'à la fin, justice sera faite. Cette peine est un premier jalon d'importance pour les mouvements MeToo et Time's Up. À ce jour, mis à part Harvey Weinstein, aucun des hommes de pouvoir mis en cause depuis un an n'a fait l'objet de poursuites judiciaires. Placé en détention immédiate, Bill Cosby aura la possibilité de formuler une demande de libération conditionnelle, mais pas avant 3 ans. Si toutes ces demandes sont rejetées, il sera susceptible de passer 10 ans en prison. De retour à Libreville, parlons à présent de sport. En lieu et place de José Antonio Camacho, Daniel Cousin hérite d'un fauteuil annoncé au départ pour Pierre Aubameyang pour des raisons de santé et du fait qu'il n'a jamais été consulté. Le public dit croire à Daniel Cousin, c'est ce qui ressort du reportage signé Euphrem Bioguezo et Yvan Bertrand Akumilekandomba. L'ancien capitaine des Panthères du Gabon, Daniel Cousin, vient de se faire offrir la sélection nationale de football après le volte-face de Pierre Aubameyang qui, après avoir décliné l'offre de la Fédération gabonaise de football, a tout de suite donné ses raisons à travers un tweet envoyé par son fils, qui est d'ailleurs capitaine de la sélection nationale gabonaise. Mon père est très malade et n'a pas donné son approbation quant à conduire les Panthères vers une qualification à la CAN 2019 au Cameroun. Quant au choix porté désormais sur l'homme qui a connu plusieurs formations pendant sa carrière, Lens, Le Mans, Glasgow Rangers, Hull City et Sapin, les férus du ballon rond s'expliquent.
Vivement que DC9, comme l'appellent affectueusement ses fans, fasse ses preuves au même titre que lors de la CAN 2010 et 2012. Nous restons toujours dans cette discipline. Sunderland, club anglais de 3e division, vient de résilier le contrat de l'international gabonais Didier Ndong Ibrahim. Le joueur est désormais libre de tout engagement avec le club. En revanche, les dirigeants anglais ont indiqué se réserver le droit de poursuivre le joueur. Des précisions avec Mosconi Ngonba. C'est par le biais d'un communiqué sur son site officiel que le club de Sunderland a décidé de résilier le contrat du joueur le plus cher de son histoire. Après un bras de fer qui aura duré tout l'été, le contrat du milieu de terrain gabonais courait jusqu'en 2021. Didier Ndong n'a pas souhaité poursuivre l'aventure avec les Black Cats qui sont actuellement en 3e division anglaise. Nous nous souviendrons qu'il y a quelques jours, le club anglais avait annoncé la réintégration du joueur dans l'effectif. Mais curieusement, le fusil a changé d'épaule. Que se passe-t-il réellement entre le joueur et son club de Sunderland, s'interrogent de nombreux Gabonais pointus sur la question. Il semblerait qu'une situation de mésentente soit bloquée entre le club relégué en 3e division qui ne peut plus assumer son salaire et son envie de départ. Le club décide alors de prêter son milieu de terrain lors de la saison 2017-2018 au club anglais de Watford. De ce côté, l'international gabonais habitué aux sanctions disciplinaires à Sunderland récidive à Watford. Arraché à prix d'or en 2016 à Lorient par Sunderland, Didier Ndong est malheureusement victime de sa propre réputation. Âgé de 24 ans, il se retrouve libre de tout contrat et peut s'engager avec le club de son choix. Un temps annoncé en Italie, en Turquie, au Portugal puis en France avec la proposition du FC Nantes qui avait proposé une somme de 6 millions d'euros, soit 3,9 milliards de francs CFA, occasion pour le club anglais de se séparer du joueur gabonais. Mais hélas, ils ne l'ont pas fait. En revanche, les dirigeants de Sunderland ont indiqué qu'ils se réservaient le droit de poursuivre le joueur et tout club auquel il pourrait s'engager en relation avec la compensation et la valeur du joueur. L'épisode dont Ibrahim et Sunderland est désormais clair. Attendons voir la suite au prochain mercato des transferts. C'est sur cette note de sport que se referme cette édition d'information réalisée de main de maître par l'incontournable David Mitola. Le plaisir a été pour nous de vous informer. D'ores et déjà, bonne suite de programme et surtout bonne nuit chez vous.